Office memorandum. Walter Neff to Barton Keyes, claims manager. Los Angeles, July 16th, 1938. Dear Keyes, suppose you'll call this a confession when you hear it. Une voiture fonce dans la nuit de Los Angeles. À l'intérieur, un homme se vide de son sang, mais il n'est pas encore tout à fait mort. Il lui reste une dernière chose à faire, tout avouer. Avouer comment il a monté ce crime parfait pour une femme et pour de l'argent, et comment au final il n'a eu ni l'un ni l'autre. Cette histoire, c'est celle de Walter Neff, et ce film, c'est bien sûr Assurance sur la mort. Le film n'a pas seulement défini un genre, il l'a incarné. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que la guerre à l'écran n'était rien comparé à celle qui se jouait dans les coulisses, entre ses créateurs. On voit ça tout de suite après le générique. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument du cinéma, Assurance sur la mort, Double Indemnity en VO, réalisé par le grand Billy Wilder en 1944. L'histoire a l'air simple. Un vendeur d'assurance, Walter Neff, tombe sous le charme d'une femme fatale, Phyllis. Ensuite, ensemble, ils décident de tuer le mari pour toucher une double indemnité et leur plan pourrait être bien huilé, mais en fait il va se heurter à un esprit bien plus vif que le leur, celui de l'enquêteur teigneux qui en plus est le meilleur ami du tueur. I killed Dietrichson. Me, Walter Neff, insurance agent, 35 years old, unmarried, no visible scars. Until a while ago, that is. Yeah, I killed him. I killed him for money and for a woman. Mais ce film n'est pas seulement un bon polar, c'est l'acte de naissance du film noir américain. Alors on va décortiquer ensemble son intrigue infernale, voir comment il a écrit les règles de tout un genre, et surtout on va révéler les secrets de tournage, les clashs qu'il y a pu avoir, et les coups de génie bien sûr, qui ont fait d'une simple nouvelle un chef-d'œuvre immortel. How could I have known that murder can sometimes smell like honeysuckle? I can't stand it anymore. What if they do hang me? They're not going to hang you, baby. It's better than going on this way. They're not going to hang you. Because you're going to do it and I'm going to help you. Ce qui rend Assurance sur la mort si puissant, c'est d'abord sa structure. Le film commence quasiment par la fin. On voit Walter Neff mal en point qui débarque dans son bureau et commence à enregistrer sa confession pour son collègue et ami Barton Keyes. Il nous le dit cash, je l'ai tué. Pour l'époque, c'est un coup de génie qui met le suspense traditionnel à la poubelle. La question n'est plus qui a fait le coup, on le sait puisqu'il le dit. La vraie question c'est comment un type banal, un vendeur d'assurance sans histoire, a pu en arriver là. Un long flashback nous plonge dans une ambiance de fatalité totale. On sait que ça va mal finir. Et chaque scène, chaque dialogue nous le rappelle. C'est un compte à rebours vers le désastre. La première rencontre entre Walter et Phyllis est un modèle du genre. Il vient pour vendre une banale assurance automobile et il la découvre. Elle est en haut de l'escalier, juste vêtue d'une serviette de bain avec ce petit bracelet à la cheville qui va le rendre fou. La caméra de Wilder joue déjà avec les angles pour nous montrer tout de suite qui domine. Elle est au-dessus. Et c'est elle qui mène la danse. Leurs dialogues sont un pur chef-d'œuvre de sous-entendu, une sorte de combat, de boxe verbale. Elle le pousse dans ses retranchements, il adore jouer avec le feu. So you lie awake in the dark and listen to him snore and get ideas. Walter, I don't want to kill him. I never did. Not even when he gets drunk and slaps my face. Très vite, on passe de l'assurance vie du mari à l'idée de l'accident pour arriver à cette fameuse clause de double indemnité. Si le mari meurt dans un accident de train, eh bien l'assurance va payer le double. Le piège est là et Neff, aveuglé par l'argent et bien sûr par le désir, fonce tête baissée.
Il croit tout maîtriser, connaissant tous les rouages des assureurs, il pense avoir le plan parfait. Mais il n'est déjà plus qu'un pion dans le jeu de Phyllis. Le génie du film, c'est de nous faire croire comme lui qu'il contrôle la situation, alors qu'on sait pertinemment qu'il court à sa perte. Listen, that trip to Palo Alto, when does he leave? End of the month. He drives, huh? He always drives. Not this time. You're going to make him take the train. Why? Because it's all worked out for a train. Listen, baby. There's a clause in every accident policy, a little thing called double indemnity. The insurance company's put in it as sort of a come-on for the customers. That means they pay double on certain accidents. The kind that almost never happen. Like, for instance, if a guy is killed on the train, they pay $100,000 instead of $50,000. I see. We're hitting it for the limit, baby. Assurance sur la mort n'a pas juste suivi les codes du film noir, il les a gravés dans le marbre. C'est le mode d'emploi tout simplement du genre. D'abord, la femme fatale, Barbara Stanwyck, est l'exemple parfait dans le rôle de Phyllis, froide, calculatrice, la séduction est son arme. Sa perruque blonde, volontairement un peu cheap, c'est une idée de Billy Wilder pour souligner son côté faux. C'est devenu culte, même si à un moment donné il a regretté cette perruque. Ce n'est pas juste une méchante, c'est une force de la nature qui va détruire tout sur son passage. Ensuite, il y a l'image du directeur de la photo, John F. Seitz, qui a créé une ambiance pesante, presque irrespirable. Il utilise le clair-obscur inspiré du cinéma allemand que Wilder connaissait par cœur. Vous savez, ces fameux jeux de lumière à travers les stores vénitiens qui découpent les personnages en rayures d'ombre. C'est comme s'ils étaient déjà en prison, prisonniers de leur propre destin. Pour rendre le tout encore plus poisseux, Seitz a même balancé de la poussière d'argent et de la fumée dans l'air pour donner à l'image une texture parfois sale et granuleuse. N'oublions pas la fameuse voix off de Walter Neff, le fameux protagoniste. Elle n'est pas juste là pour nous expliquer l'histoire, non, c'est la confession d'un type déjà condamné, une voix cynique et fatiguée qui regarde son propre naufrage. Ce ton désabusé, c'est la signature du film noir, très clairement. Et enfin, le plus important peut-être, le pessimisme ambiant. Dans Assurance sur la mort, il n'y a pas de héros. Walter Neff n'est pas un type bien qui tourne mal. C'est un type ordinaire qui a des failles. Et Phyllis n'a plus qu'à appuyer dessus. Le film dépeint une société où l'argent et le désir mènent tout droit à la corruption. Et cette vision du monde, assez noir et sans espoir, c'est le cœur même du film de genre, du film de... The Dietrichson case? Must be. Anything wrong? Well, the guy is dead. We had him assured and it's going to cost us dough. That's always wrong. What have they got so far? Autopsy report. No heart failure, no apoplexy, no predisposing medical cause of any kind. Died of a broken neck. When's the inquest? Had her this morning. His wife and daughter made the identification. The train people and some of the passengers told how he went through to the observation car. Si le film est si réussi, ce n'est pas un hasard. C'est le résultat du choc entre des talents immenses. À la tête du projet, il y a Billy Wilder, un réalisateur autrichien qui a fui le nazisme. À l'époque, il est surtout connu comme scénariste. C'est ce film qui va le faire entrer dans la cour des grands. Mais pour adapter le roman de James M. Cain, son partenaire habituel refuse cette collaboration, trouvant l'histoire trop glauque. Wilder donc se tourne vers une légende du roman noir, Raymond Chandler. D'ailleurs, l'auteur James M. Cain a admis plus tard que s'il avait trouvé certaines solutions à l'intrigue proposée par les scénaristes Wilder et Chandler, il les aurait utilisées dans son roman original, car pour lui, l'origine de ce roman, eh bien, il est basé sur un fait réel de 1927, un meurtre commis par une femme mariée du Queens à New York et de son amant, dont il a assisté au procès et est venue cette idée de roman, de nouvelle. Il travaillait d'ailleurs à cette époque dans un journal à New York. C'est la même histoire, entre guillemets, de double indemnisation et les meurtriers ont été rapidement identifiés, arrêtés et condamnés. Mais la collaboration entre Chandler et Wilder était un enfer. Tout le monde le dit, Chandler, le romancier, détestait les règles d'Hollywood et ne supportait pas Wilder. Quant à lui, Wilder, il trouvait Chandler ingérable et nul en scénario.
Ils s'engueulaient tous les jours. Chandler a même menacé de tout plaquer. Walder s'est même arrivé à s'excuser, chose incroyable, mais de ce chaos est né un script d'une précision chirurgicale avec des dialogues qui sont parmi les plus cultes du cinéma. Même Wilder a avoué plus tard que c'était cette tension qui avait donné toute la force au scénario. So when I left the office, I put my rate book on the desk as if I had forgotten it. That was part of my alibi. From here on, it was a question of following the timetable, move by move. I got home about 7 and drove right into the garage. This was another item to establish my alibi. Hiya, Mr. Ned. Hello, Charlie. How about giving the Heber wash job? How soon you gonna want it? I got a couple of cars ahead of you. Anytime you get to it, Charlie. I'm staying in tonight. Le casting aussi était un pari risqué. Fred MacMurray, l'acteur principal, c'était le bon gars américain par excellence, abonné aux comédies. L'imaginer en assassin était un vrai contre-emploi. Il a incarné des personnages peu recommandables, c'est vrai, dans les 2 films de Wilder d'ailleurs. Donc celui-ci est La Garçonnière en 1960, où il incarne un cadre infidèle, Sheldrake. Le rôle qui lui ressemble le plus par sa susceptibilité à la tension et à la corruption est celui de la Pat Patrouille en 1954, dans lequel il incarne un policier qui tombe amoureux d'une petite amie gangster qu'il surveille depuis son télescope, petite amie interprétée par Kim Novak. Mais avant que le rôle ne lui soit confié, on avait pensé à Alan Ladd, à George Raft, à James Cagney, Spencer Tracy, Gregory Peck, Frédéric March. Ils étaient tous des candidats pour le rôle principal, mais ils ont tous manifestement refusé le rôle. D'ailleurs, si on en revient sur George Raft, lui était prêt à accepter de jouer ce rôle, mais il a insisté pour ne l'accepter que si son personnage se révélait finalement être un agent du FBI, piégeant ainsi le personnage de Barbara Stanwyck. Bien sûr, cette hypothèse était totalement contraire au roman original et n'a pas obtenu le rôle naturellement. Mais Wilder n'a pas hésité longtemps pour Fred MacMurray, puisqu'il avait compris que son image de type sympa rendrait sa chute encore plus brutale. Barbara Stanwyck, elle aussi, a pris un risque en acceptant le rôle de Phyllis et a cassé son image de femme forte et positive pour devenir la plus froide et vénéneuse des femmes fatales. Et puis il y a Edward G. Robinson en Barton Keyes, l'enquêteur, l'ami de Nif, mais surtout sa conscience. Son personnage est génial, obsédé par la fraude et guidé par un petit homme dans son ventre qui lui dit, quand il sent qu'il y a des arnaques, voilà, c'est une intuition. Il est le vrai adversaire du couple et l'amitié presque paternelle entre lui et Nef rend l'histoire encore plus tragique. La scène finale entre les deux est d'une puissance incroyable. Huh? There it is, Walter. It's beginning to come apart at the seams already. Murder's never perfect. Always comes apart sooner or later. And when 2 people are involved, it's usually sooner. Now, we know the Dietrichson dame is in it and somebody else. Pretty soon we'll know who that somebody else is. He'll show, he's got to show. Sometime, somewhere, they've got to meet. Their emotions are all kicked up. Whether it's love or hate doesn't matter. They can't keep away from each other. They may think it's twice as safe because there are 2 of them. But it isn't twice as safe. It's 10 times twice as dangerous. They've committed a murder. Au départ, Edward G. Robinson était réticent à signer. Cela s'expliquait en grande partie par sa rétrogradation au poste de 3e acteur principal. Il a finalement réalisé qu'il se trouvait dans une phase de transition dans sa carrière et qu'il percevait en même temps le même salaire que Barbara Stanwyck et MacMurray pour le même travail, ou en tout cas pour un travail encore moindre. Alors si Billy Wilder nous régale dans ce bijou du film noir, on a quand même tendance à beaucoup mentionner Barbara Stanwyck et Fred MacMurray. Mais moi, j'aimerais insister, puisqu'on est dessus, sur le rôle prépondérant de Edward G. Robinson, car à chaque fois qu'il se retrouve à l'écran, il vole aisément la vedette à ses partenaires, relégué au rang de 3e personnage. Il apporte malgré tout, contre toute attente, ce qui va faire basculer le film. What's on your mind? That broken leg. The guy had a broken leg. What are you talking about? Talking about Dietrichson.
He had accident insurance, didn't he? Yeah. Then he broke his leg, didn't he? So what? And he didn't put in a claim. Why didn't he put in a claim? Why? What are you driving at? Walter, I had dinner 2 hours ago. And is stuck halfway. Little man of yours is acting up again, eh? There's something wrong with the Dietrichson case. Why, because he didn't file a claim? Maybe he just didn't have time. Maybe he just didn't know that he was insured. No, that couldn't be it. You delivered the policy to him personally, didn't you? Yeah. You got his check. Sure I did. Got any bicarbonate of soda? No, I haven't. À sa sortie, Assurance sur la mort est un carton et il rapporte bien plus que ce qu'il a coûté. Il décroche 7 nominations aux Oscars. Bon, il n'en gagne pas un seul, mais sa victoire, en fait, c'est son influence sur le genre. Il a perdu face à La route semée d'étoiles de Leo McCarey. Wilder prendra sa revanche l'année suivante avec le film Le Poison qui remportera 4 Oscars. Chose incroyable, on peut mentionner que Edward G. Robinson n'a jamais reçu de nomination aux Oscars. Il tiendra cette fameuse statuette uniquement en 1973 lorsqu'il reçoit un Oscar d'honneur. Bon. Au fond, Assurance sur la mort, c'est bien plus qu'une arnaque à l'assurance. C'est une descente dans les recoins les plus sombres de l'être humain. C'est la preuve implacable que la route vers l'enfer est souvent pavée de désirs irrépressible. C'est l'histoire d'un plan parfait qui, ne pouvant que foirer parce qu'il a été conçu par des gens imparfaits, rongés par l'avidité et la passion. Ce film, c'est le résultat d'un clash entre génies, porté par des acteurs qui prennent tous les risques, un classique intemporel qui nous rappelle que peu importe nos plans, il y a toujours un Barton Keyes pour flairer nos mensonges et que la plus grosse arnaque, c'est souvent celle qu'on se fait à soi-même. Comment sur la touche? Elle peut toujours attaquer. Nous prouverons le suicide. Ah, vraiment? Monsieur Norton, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est au suicide. Mais je ne me suis pas arrêté à cette idée plus de 10 secondes. Vous auriez intérêt à étudier de temps à autre les statistiques des suicides. Vous pourriez y glaner quelques notions qui me semblent vous faire défaut. Monsieur Kells, j'ai été élevé dans le métier d'assureur. Oui, à la direction. Avouez entre nous que vous n'avez jamais lu une table d'actuaire de votre vie. J'ai plus de 10 volumes, rien que sur le suicide. Suicide par race, par couleur, par occupation, par sexe, par saison de l'année, par heure du jour. Et sur la façon d'opérer, par poison, par arme à feu, par noyade, par saut. Suicide par le poison, subdivisé par type de poison, tels que corrosif, irritant, suffocant, gazeux, narcotique, alcaloïde, protéique, etc. Suicide par saut, subdivisé en sauts de poids élevés, sous les roues d'un train, sous les roues d'un camion, sous les pieds d'un cheval, du pont d'un bateau. Mais, monsieur Norton, de tous les cas recensés, il n'y a pas un seul cas de suicide par saut exécuté de l'arrière d'un train en marche. Et savez-vous à combien le train marchait à l'endroit où le corps a été trouvé? 20 km à l'heure. Dites-moi si un homme sauterait d'un train roulant à une si faible allure avec l'idée bien arrêtée d'en finir avec la vie. Non, rien à faire, monsieur Norton. Nous sommes floués, nous serons payés intégralement. Et vous le savez bien, vous permettez. Et vous, dites-moi, quel est votre film noir préféré? Est-ce que vous pensez qu'Assurance sur la mort est le chef-d'œuvre absolu du genre? Ou est-ce qu'il y a d'autres films qui méritent plus ce titre? Dites-moi tout ça dans vos commentaires et surtout partagez vos coups de cœur. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines rétrospectives. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout à très bientôt. Portez-vous bien. Bonne toile. Ciao, ciao. Beep beep. Beep beep.